tous, il est un tout petit peu plus de 10 heures, donc on va commencer ce webinaire. Je suis Marion Fief, chargée de communication à l'IPVR et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire sur la thématique de la prévention des addictions qui sera animé par Audrey Butner, qui est psychologue du travail, et le docteur Monley, qui est médecin du travail collaborateur au sein de la IPVR. C'est donc le troisième webinaire que nous vous proposons sur la thématique des addictions et qui vient clore cette semaine Objectif Prévention 2020. D'un point de vue pratique, vos micros sont coupés et nous vous demandons d'utiliser l'outil chat pour poser vos questions. Nos animatrices y répondront à l'issue de la présentation. Le support vous sera bien entendu envoyé un peu plus tard dans la journée. Et je vous souhaite donc un bon webinaire en vous laissant entre les mains d'Audrey Butner. Merci beaucoup. Merci Marion. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce dernier webinaire. Donc pour certains, vous avez peut-être assisté au premier sur les aspects juridiques qui a permis un petit peu de définir les contours des addictions et puis des responsabilités en la matière. Mercredi, on a eu le témoignage de Laurence Côté, donc une patiente experte qui nous a permis de mieux appréhender en fait les enjeux humains et enjeux en termes de santé aussi, les tabous, mais aussi les dérives des conduites addictives. Et aujourd'hui, on souhaitait vraiment clôturer cette semaine finalement avec une thématique plus centrée sur les modalités pratiques de prévention en entreprise. Donc, je vous propose... Marion, j'ai pas la main. Le support ne passe pas. Petit souci technique. Ah, c'est bon. Donc, dans un premier temps, un petit rappel, mais alors très rapide, sur les différents enjeux en fait en matière d'addiction. Donc, des enjeux humains, ça paraît évident. Des enjeux aussi en termes de sécurité, puisqu'on risque d'avoir beaucoup plus d'accidents de travail, d'accidents de trajet, d'incidents dans le travail. Des enjeux en termes du coup de qualité aussi, puisqu'en termes de concentration, de précision dans les tâches ou dans l'exécution des tâches, en termes de jugement, de qualité de production, d'image de l'entreprise, de normes. Il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être remises en question par rapport aux addictions. Des enjeux également en termes de performance, forcément, si d'un point de vue humain, d'un point de vue sécuritaire, voire qualité, on se retrouve dans des situations compliquées, ben forcément, ça impacte directement les apprentissages, la mémorisation, la productivité, l'absentéisme. Et puis, ben, forcément aussi, des enjeux en termes de responsabilité pour le salarié comme pour l'employeur, et des enjeux finalement également financiers, puisqu'on va avoir des frais liés aux différents enjeux précédents, mais également des coûts cachés. L'absentéisme, alors certes, dans un premier temps, on va voir l'aspect, l'enjeu financier, mais derrière, il faut également compter que potentiellement, il faudra remplacer la personne absente, il faudra donc recruter, donc mettre en place mettre en œuvre une stratégie de recrutement, etc., recevoir les candidats. Tout ça, c'est des coûts qu'on n'a pas de manière visible ou visuelle, mais en attendant, qui pour l'entreprise ont quand même la nécessité de s'impliquer. Une démarche de prévention, alors idéalement, on en a bien conscience, ça se passe assez rarement comme ça, mais pour autant, on préfère quand même le repréciser, c'est que l'idéal, c'est que ce soit une préoccupation qui soit constante et non une réaction à chaud en situation de crise, en fait. Ce qui va demander nécessairement une implication forte de la direction, mais des représentants du personnel aussi, un consensus de l'ensemble de l'entreprise et éventuellement la création peut-être d'un groupe de travail ou d'un copil de prévention pluridisciplinaire pour prendre en compte en fait l'ensemble des enjeux de l'entreprise, à la fois tous ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, la démarche qu'on va vous présenter, c'est une démarche relativement officielle, c'est-à-dire que c'est celle qui est recommandée par l'ensemble des instances de santé. C'est dans un premier temps axé sur l'information, la sensibilisation, un deuxième axe sur le management
et un dernier axe en fait sur les modalités d'aide et de soutien qui peuvent exister en matière de prévention des addictions. Donc en termes d'infos de sensibilisation, la logique qui est derrière, c'est de comprendre qu'un comportement à risque, même s'il est individuel, si moi je me mets à boire dans mon bureau par exemple, potentiellement je peux mettre en danger, alors je peux me mettre en danger moi-même, mais je peux aussi mettre en danger mes collègues ou des tiers. Et finalement, l'objectif de l'information, de la sensibilisation, ça va être de faire comprendre en fait les responsabilités de chacun pour qu'on devienne tous acteurs de cette prévention. Donc vous allez avoir une première façon, je dirais, de passer l'information qui va être par voie d'affichage, en reprenant par exemple l'ensemble des signaux d'alerte que vous pouvez retrouver sur le site internet. Alors sur notre site aussi, on vous a mis plusieurs sources en fait pour alimenter l'information. Voilà, par exemple, celui-ci, vous avez 10 signes qui prouvent que vous avez un problème avec l'alcool et des petites icônes sur lesquelles on peut plus ou moins s'évaluer. Des affichages qui vont reprendre plutôt les contacts, les demandes d'aide, et où donc on va avoir vraiment accès à l'ensemble des services finalement auxquels on peut faire appel. Et des infos plus centrées sur les situations professionnelles, mais aussi les effets des substances psychoactives, qui vont amener en fait l'individu peut-être à se questionner. Alors, on est d'accord que la thématique des addictions, ça revêt un gros tabou, généralement dans les entreprises. L'affichage, c'est bien, c'est important, mais évidemment, à lui seul, il ne suffit pas. C'est-à-dire que souvent, les affiches, on passe devant, on ne les regarde pas nécessairement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le compléter à d'autres manières d'informer. Donc, par exemple, en intégrant la thématique dans votre livret d'accueil. L'idée étant d'intégrer cette thématique, alors soit dans les obligations du salarié, soit dans les éléments qui concernent l'hygiène, la sécurité au sein de l'entreprise. Et vous pouvez par exemple intégrer tout ou partie des éléments sur la régulation des pots, les consommations sur le lieu de travail, les risques et responsabilités pour soi et ou pour les autres. Là, je vous ai pris en fait un exemple que j'ai trouvé sur la prévention BTP. Donc, on est vraiment centré, voilà, mais sensiblement, tous les livrets d'accueil sont plus ou moins faits de la même façon et vous allez retrouver cette thématique que vous pouvez intégrer spécifiquement. Tout ce qui est régulation des pots, des consommations, etc., donc ma collègue Edwige vous les présentera tout à l'heure beaucoup plus en détail. Et puis, vous avez une autre façon aussi d'informer, de sensibiliser qui va être des réunions, par exemple, en petits groupes, ou des actions d'information dédiées, type des forums ou des stands, des conférences débats, des semaines sécurité ou des semaines prévention. Ça peut aussi passer par le quart d'heure sécurité, des webinaires, des escape games, tout support, possibilité de médiatisation, de médiation du sujet est bonne à prendre. Alors, elle peut se faire par vos acteurs en interne, c'est-à-dire ce fameux copil addiction s'il existe. Ça peut aussi se faire quand vous avez un référent sécurité ou un QSE au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi une thématique dont les RH peuvent s'emparer. Et pour certaines, pour le coup, très grosses entreprises, quand vous avez un service social ou une équipe en fait dédiée à ça, ça peut également être eux. Vous pouvez également prendre appui donc, sur notre service de santé au travail, voire faire appel aussi à l'association LAMPA, en fait, qui est vraiment spécialisée et dédiée à tout ce qui est la prévention des addictions aux substances. L'idée, quand vous faites ce type de démarche d'information, de sensibilisation, ça va être de bien identifier la cible à laquelle vous allez vous confronter. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez avoir un public salarié? Est-ce que vous allez avoir un public manager? Est-ce que c'est CSE, CSSCT? Est-ce que c'est CODIR? Voilà, faut vraiment identifier la cible parce qu'en fonction de ça, vous n'allez pas passer le même message. Et puis définir également les objectifs que vous allez rechercher, c'est-à-dire est-ce que vous voulez de l'information générale, par exemple sur les substances, sur les effets, sur les risques, les consommations, les limites, les responsabilités. Est-ce que aussi vous souhaitez accentuer en fait sur les moyens d'action ou de prévention,
des mises en situation, voire peut-être de l'action aussi. Et puis, il va falloir aussi un positionnement sur l'attitude finalement professionnelle à adopter dans ces situations. On reviendra dessus plus tard, qui n'est évidemment ni de soigner, ni de couvrir, mais vraiment d'être dans une attitude formelle et formalisante pour permettre de cadrer en fait éventuellement les pratiques addictives et surtout de les éviter. Donc, pour pouvoir cadrer, évidemment, on va commencer à parler de management du risque et on va passer à la seconde partie. Donc, dans un premier temps, les risques professionnels de l'entreprise vont être donc, de manière obligatoire intégrés dans le document unique de prévention des risques. Et pour intégrer les substances psychoactives, il faut déjà bien identifier quels sont les déterminants professionnels susceptibles d'initier, de favoriser, voire de renforcer l'usage de ces SPA. Alors, on va avoir tout ce qui est les pratiques culturelles et socialisantes. Par exemple, au sein de l'entreprise, je ne vais pas revenir sur les aspects personnels, bien que parfois ils peuvent aussi avoir un impact. Vous allez avoir les pots d'entreprise, le pot d'entreprise, le repas, parce que quand on est commercial, c'est toujours intéressant de pouvoir, avec le client, l'inviter au repas à tel ou tel moment de la journée. La précarité professionnelle également. Certains contrats précaires peuvent aussi être source de situations de ce type. Les pauvretés des liaisons sociales. Aujourd'hui, on est dans un système de crise sanitaire où on se retrouve parfois isolé chez soi, en télétravail, loin de son équipe, loin de son manager, loin géographiquement, mais parfois aussi en termes de management, c'est-à-dire que le manager n'a pas toujours ni la possibilité, ni peut-être la formation nécessaire pour avoir le réflexe systématiquement d'appeler son personnel, de faire le point 1 à 2 fois par semaine pour voir où ils en sont, etc., etc. Parfois aussi des tensions psychiques. Si je reprends, alors pas pour ce deuxième confinement, mais pour le premier, on a eu aussi beaucoup de situations où on se retrouvait à la maison à devoir travailler, certes, mais aussi garder ses enfants pour certains, gérer toute l'intendance finalement liée à la maison habituelle et un espèce de mode de pratique opératoire auquel on n'était pas du tout préparé. Et donc, du coup, ça génère, ça a pu générer à certains moments des tensions psychiques pour certains d'entre nous. Des tensions aussi physiques, parce qu'à partir du moment où vous travaillez sur certains postes, dans certaines situations, vous pouvez subir des états de stress. Vous pouvez aussi avoir peut-être des pressions temporelles, des situations qui nécessitent de réagir très vite, des obligations en termes de quantité ou de qualité, et du coup qui ont tendance à mettre une situation contraignante en fait dans le travail. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être la disponibilité, l'offre du produit sur le milieu professionnel. On reviendra dessus tout à l'heure. La loi autorise, dans certaines situations, la présence de certains produits. Mais si je reprends, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans un bar, techniquement parlant, il est en lien direct avec l'ensemble des produits liés à l'alcool, en fait. Donc voilà, c'est ces ensembles de déterminants qu'il faut déjà avoir en tête au sein de son entreprise, où j'en suis dans mes pratiques, en termes de précarité, où j'en suis aussi dans les relations entre les salariés, où j'en suis dans les situations d'état de stress, dans les situations éventuellement d'isolement aussi des professionnels. Ça va être se questionner sur l'ensemble de ces éléments. Et puis, il va y avoir il y a aussi, en fait, mais là, c'est beaucoup plus, on va dire, cadré, même si c'est qu'à titre indicatif, il existe aussi des postes de sûreté et de sécurité sur lesquels il y a vraiment, de manière, dans la littérature en tout cas, ont vraiment été identifiées des situations à risque. Par exemple, la manipulation de produits dangereux, les machines dangereuses également, la conduite de véhicules et de transport de personnes, les chauffeurs poids lourds, les caristes, les chauffeurs-livreurs,
il peut y avoir tant un danger pour la personne en elle-même, mais aussi pour autrui, que ce soit ses collègues de travail ou même une tierce personne. Donc forcément, la conduite addictive sur ces métiers spécifiques peut devenir vraiment dangereuse. Ce qui n'exclut pas non plus qu'on intègre d'autres situations, d'autres pratiques ou activités professionnelles de cette spécificité en fait métier. Donc votre DU, globalement, il va ressembler un petit peu à ça. Et là, je précise vraiment sur la consommation des substances addictives. Donc, vous identifiez une unité de travail éventuelle. Donc, la famille de risque, on est sur le risque addiction. Le facteur de risque, donc on va reprendre finalement les 3 thématiques de prévention que je vous ai présentées au début et qu'on est en train de décliner. Le management ou la politique de l'entreprise, l'information, la sensibilisation et les solutions d'aide. Les situations de travail exposantes ou non, ou identifiées comme potentiellement exposantes, et c'est là qu'il va falloir se questionner, c'est en termes de management, de politique de l'entreprise, est-ce qu'on a identifié les postes à risque? Est-ce qu'il y a une présence de facteurs de risque aggravants, type les RPS, type les DTMS? Et comment sont encadrées aussi ces fameuses consommations? Pour l'information, ça va être de se poser la question, est-ce que dans mon entreprise, il y a une politique spécifique de prévention de consommation des substances psychoactives? Et pour l'aide, ça va être, est-ce qu'on a identifié les relais d'aide ou de soins? Est-ce qu'on a des fiches ou des protocoles spécifiques qui permettent de développer des partenariats avec des associations ou ne serait-ce qu'avec le service de santé au travail? Et donc là, on s'est permis de vous donner, entre guillemets, les solutions, actions possibles en tout cas. Ce n'est pas obligatoire de les réaliser toutes, même si, dans l'idéal, ce serait vraiment beaucoup plus favorable. L'action possible par rapport au management et à la politique de l'entreprise, ça va être déjà de lister ces facteurs de risque présents dans l'entreprise, de lister également les postes de sûreté et de sécurité. Pour l'encadrement des consommations, ça va être peut-être déjà de réglementer la consommation de SPA, soit dans votre règlement intérieur, soit dans une note de service, de mettre en place peut-être un protocole d'encadrement des pots d'entreprise, de prévoir aussi peut-être des conduites à tenir en cas de crise, parce que malgré le fait qu'on mette en place des situations de prévention, parfois, il arrive quand même des situations de crise. Mettre en place aussi peut-être une conduite à tenir suite à un trouble du comportement aigu ou récurrent. Concernant la formation, la sensibilisation, c'est ce que je vous ai dit précédemment, ça va être peut-être de réaliser des sensibilisations flash, des affichages informatifs, de former peut-être aussi l'encadrement, de faire des rencontres interactives, d'intégrer ces risques dans le livret d'accueil des nouveaux embauchés. Et en matière d'aide, ça va être peut-être d'afficher les coordonnées de structures d'aide et de soins, de développer des partenariats, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc l'objectif, là, si vous avez un peu compris, c'est on va revenir en fait sur l'ensemble de ces actions possibles pour vous donner des clés vraiment spécifiques et qu'on souhaite en tout cas pratiques pour vous accompagner. Toutes ces clés et tout le support, vous pourrez les retrouver dans une mallette en fait que Marion a mise en ligne sur notre site internet et qui reprend en fait, mais beaucoup plus en détail que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, l'ensemble des éléments. Et je vais passer donc la parole à Edwige qui va vraiment beaucoup plus insister sur tout ce qui est règlement intérieur, notes de service, etc. Et donc voilà, Edwige, je vais te laisser prendre la parole. Edwige, on ne t'entend pas. Oui. Allô, c'est bon? C'est bon. Donc, je disais qu'à la suite d'Audrey, je vous parlerai du règlement intérieur ou de la note de service incluant les substances psychoactives et la politique de l'entreprise. En fait, ce règlement intérieur vient en complément du document unique et servira de boussole à l'employeur ou à ses représentants pour mener la politique de prévention de ces substances-là. Et donc, il doit contenir les mesures d'interdiction totale ou partielle de l'alcool sur le lieu de travail selon les mesures de sécurité en fonction des activités de l'entreprise.
Donc, il faudra qu'il rappelle l'interdiction de l'introduction et de la consommation de boissons alcoolisées, entre autres, le vin, la bière, le cidre et le poiré, qui, eux, sont permis, bien sûr, de manière encadrée. L'autorisation en respectant les limites fixées par la législation routière en vigueur, consommation sur le lieu et temps de travail. Et il y a aussi la possibilité pour l'entreprise d'être plus restrictive, bien sûr en fonction des activités de cette entreprise, s'il y a des postes de sûreté et de sécurité. Dans ce règlement intérieur, nous avons aussi, nous aurons les mesures d'interdiction totale de substances psychoactives illicites sur le lieu de travail. Il doit rappeler l'interdiction stricte d'introduire, de distribuer ou de consommer dans l'entreprise des drogues, stupéfiants et plus généralement des substances illicites. Et donc, c'est dans le Code de santé publique. Et dans le règlement intérieur, nous aurons aussi les mesures, le protocole d'encadrement des pots d'entreprise. Donc, ce règlement aura aussi la liste des postes de sûreté et de sécurité, bien sûr, qui seront listés après évaluation des risques professionnels. Donc, le Code du travail ne donne pas de liste exhaustive de postes de sûreté et de sécurité. Et c'est à chaque entreprise de les recenser, de les identifier et d'identifier au-delà même de ces PSS d'activités pouvant générer vont être dangereux, potentiellement dangereux, lorsqu'il y a consommation de ces substances psychoactives. Donc, l'entreprise peut choisir d'être plus restrictive. Donc, dans la mesure où certains postes de l'entreprise sont des postes de sûreté et sécurité, donc c'est une liste, comme je l'ai dit, jurisprudentielle. Donc, Marion avait donné tout à l'heure des exemples de postes de sûreté, donc des postes où il y a la manipulation de produits dangereux, de machines dangereuses, conduite de véhicules, etc. Et donc, ces postes peuvent être identifiés en commun accord avec la hiérarchie, le CSE ou le CHSCT, les salariés ou leurs représentants. Ce règlement intérieur peut aussi, dans certains cas, prévoir d'autres modalités de contrôle. En fait, ce n'est pas vraiment des modalités de contrôle, c'est des modalités qui sont introduites, qui seront prévues dans l'entreprise dans le strict objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, dans certains cas, il est possible d'installer une vidéosurveillance et ce système de contrôle ne peut être installé qu'afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. L'employeur doit préalablement avoir consulté les représentants du personnel et les informer, adresser aussi une déclaration à la CNIL. Il est aussi possible de prévoir une fouille des vestiaires et donc la jurisprudence en admet le principe pourvu que les fouilles soient réalisées dans les cas et conditions prévus dans le règlement intérieur. Donc, s'il n'est pas écrit dans le règlement intérieur qu'on peut fouiller les vestiaires, vous ne pouvez pas le faire en tant qu'employeur. Et donc, il faut le mentionner et avant de le mentionner, en discuter de l'objectivité avec les salariés ou leurs représentants. Et lorsque toutes les parties sont d'accord, vous pouvez l'inscrire dans le règlement intérieur et donc procéder à des fouilles de vestiaires. Dans certains cas, il est même permis à l'employeur de procéder à des tests salivaires pour la détection des stupéfiants, mais cela reste toujours très encadré et donc doit être débattu au préalable avec les instances représentatives du personnel et surtout motivé par la protection de la sécurité du travailleur. Le test ne peut être réalisé par l'employeur ou un supérieur hiérarchique que s'il est inscrit, comme toujours dans le règlement intérieur. Et donc, il doit être réservé, ce test salivaire, aux postes pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié ou pour les tiers. Et donc, il ne doit pas être systématique.
Au niveau de l'encadrement des pots ou des repas en entreprise, donc le pot ou le repas en entreprise reste un moment de convivialité qui permet aux salariés de se réunir autour d'un verre. Toutefois, celui-ci doit être impérativement encadré. Donc, quelques jours avant ce pot, il convient de faire un rappel aux salariés sur les dangers de l'alcool, particulièrement au volant, en encourageant le principe du chauffeur désigné, prévoir la mise à disposition d'éthylotests éventuellement. On peut aussi désigner un ou plusieurs référents qui seront garants du bon déroulement de l'événement et de la sécurité des participants. Il faudra aussi fixer les horaires de début et de clôture du pot. Idéalement, il est préférable de programmer ces pots avant le déjeuner en évitant les fins de journée pour écarter les risques liés à la conduite. Il faut aussi privilégier les boissons non alcoolisées et ne pas proposer d'alcool de type whisky, pastis, vodka, et sachant que c'est la bière, le vin, le cidre, le poiré qui sont permis, bien sûr, en étant mesurés. Sachant que ces boissons sont généralement prévues dans des verres standards. Il faut limiter le nombre de bouteilles d'alcool en prévoyant 2 verres standards maximum par personne et prévenir aussi les salariés de la limitation de la consommation de l'alcool. Prévoir des amuse-bouches en quantité suffisante parce que le temps de manger, c'est du temps de boire en moins. Et aussi, les aliments ont tendance à atténuer les effets. Donc, l'alcool pris à jeun est beaucoup plus nocif que lorsqu'on a l'estomac plein. Et rappelez aussi que l'alcool et les médicaments psychotropes ne font pas bon ménage. Je suis désolée, mais le support refuse de passer sur la diapo suivante. D'accord. Bon. Je pense que tu vas reprendre du direct. Parler du protocole de gestion d'une situation de crise. Comment repérer les signes? Je vais essayer. Voilà. Je vais essayer de relancer le. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble de ce que ma collègue, du coup, vient de dire. Mais ce n'était pas affiché, je m'en excuse. Et voilà, donc on va passer au protocole de gestion de situation de crise, donc que vous pourrez encore une fois, je le précise bien, retrouver dans la fameuse mallette concernant la prévention des addictions. Donc, dans un premier temps, pour gérer une crise, il va falloir repérer des signaux d'alerte. Repérer, c'est-à-dire constater une situation qui pose problème sans fermer les yeux. Sans fermer les yeux, ça veut dire qu'il faut éviter de se focaliser sur les produits, évaluer les faits et surtout ne pas juger la personne. On est vraiment sur des éléments, on va dire, factuels de l'attitude, du comportement. Donc, ça peut passer en tout cas par trois situations. Hein. Des signes physiques inhabituels, type haleine alcoolisée, visage congestionné, dégradation de l'état général. Parfois, quand c'est sur une forme de chronicité, ça peut être des blessures à répétition. La modification également du comportement, avec un état de somnolence, une démarche parfois hésitante, de l'irritabilité, de l'agressivité, de l'anxiété ou de la panique, des changements brutaux et ou durables même de l'humeur, des propos incohérents. Et puis, il va y avoir tous les indicateurs plus liés à l'incidence finalement sur le travail, type absentéisme, retard, des conflits ou au contraire, un isolement total et complet, des accidents ou des presque accidents. Une fois que vous avez repéré ces signaux d'alerte, alors il y en a qui vont être, on va dire, sur du long terme, et puis il y en a qui vont être vraiment sur l'instantané finalement. Une fois que vous avez repéré ces situations, l'idée, ça va être d'évaluer. Est-ce que cette personne est en danger ou potentiellement dangereuse? L'objectif, ça va être de protéger. Protéger en dialoguant et en évitant aussi de se positionner avec une attitude hostile. Donc, quand on protège,
quand on évalue et quand il y a une situation où il y a urgence vitale avec anomalie des fonctions vitales, dans ce cas, on ne se pose aucune question, c'est directement l'appel au SAMU et on se conforme aux prescriptions du SAMU. Et ça peut amener jusqu'à l'évacuation, soit par les pompiers, soit par les SAMU. Dans un second temps, donc une fois que vous aurez fait cette évaluation, que vous aurez secouru et finalement qu'il y aura eu action par rapport à la personne, l'idée, ça va être directement d'alerter, c'est-à-dire d'alerter l'encadrement, voir peut-être le personnel infirmier ou médical s'il est présent sur site, ou même alerter finalement votre médecin du travail. Si l'évaluation, cette fois-ci, de la personne on évalue que la personne n'est pas nécessairement en danger. On n'est donc pas dans une urgence vitale. L'idée, ça va être dans un premier temps de l'éloigner de tout danger, par contre, et d'assurer sa surveillance. On ne laisse jamais une personne en situation avec des signaux d'alerte conséquents seule. Ensuite, il va falloir obtenir un avis médical, soit du SST en responsabilité ce jour-là, soit de l'infirmier, soit d'un médecin de soins, soit effectivement du SAMU parfois quand on n'a pas le choix. L'alcotest peut être éventuellement réalisé dans les conditions prévues au règlement intérieur, comme vous l'a précisé Edwige tout à l'heure. Et ensuite, une fois qu'on a mis en protection, il peut se passer 3 solutions possibles. Soit vous n'avez pas eu le choix, vous avez dû appeler quand même le SAMU et il procède à une évacuation. Soit vous gardez la personne jusqu'à ce que ses symptômes s'estompent plus ou moins et puis vous l'envoyez vers son médecin traitant ou vous le raccompagnez à son domicile. Attention, en cas de raccompagnement au domicile, il faut vraiment prévoir un protocole formalisé avec un véhicule peut-être avec chauffeur, un accompagnant spécifique ou directement confier le salarié au médecin ou à une personne en charge de son entourage. Pourquoi un protocole formalisé? C'est toujours pareil, c'est pour des questions de législatives et de sécurité dans l'entreprise et puis aussi pour la personne qui conduit, parce que vous ne savez pas comment l'individu alcoolisé ou sous stupéfiant, ou en tout cas sous substance, peut réagir. Si les symptômes sont vraiment excessivement légers, dans ce cas, ça peut être aussi le mettre en repos finalement, alors dans une salle de pause, dans une salle identifiée en fait, avec surveillance, puis éventuellement un retour au poste si les principaux symptômes s'estompent. Et quelle que soit la situation, la procédure, c'est bien d'alerter derrière. En premier, on met en protection. En second, on alerte. L'encadrement, le sauveteur secouriste éventuellement, si ça n'a pas encore été fait, le personnel infirmier ou médical présent sur site. Et je vais laisser Edwige reprendre la main sur quelle que soit la situation de crise que vous avez eu à gérer. Après, il va y avoir tout un travail en distanciel, en fait, c'est-à-dire à distance temporelle de la situation que vous allez pouvoir mettre en place. Merci Audrey. Donc, à distance de la crise que vous avez eu à gérer face à ce salarié qui a été sous l'effet de substances psychoactives, il faut prévoir un entretien entre ce salarié et un responsable avec rédaction de la fiche de constat trouble du comportement aigu. En fait, il faut formaliser cet entretien et donc ne pas être dans des rapports de camaraderie ou de... voilà, il faut vraiment que le salarié soit conscient que cet entretien est sérieux. Et donc, il faut qu'il y ait du temps bien dédié à cela, suffisamment. Ensuite, l'employeur peut demander une visite médicale au médecin du travail en lui transmettant la fiche de constat. Donc, l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail est fortement impliquée dans la prévention. C'est prévu dans le Code du travail, donc dans la prévention des pratiques addictives, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Et donc, le médecin a la possibilité de recevoir ce salarié à la demande de l'employeur. Généralement, c'est ce qui est généralement le cas. Rarement à la demande du salarié lui-même, parce que généralement, c'est des personnes qui sont dans le déni
où le médecin du travail peut avoir l'initiative lorsqu'il a connaissance de certaines actions sur le lieu de travail. Je voudrais néanmoins rappeler que l'employeur ne peut pas imposer aux médecins du travail de faire le dépistage. Le médecin reste autonome, il reste indépendant dans la prescription des tests de dépistage de substances psychoactives. Et même lorsqu'il a connaissance de la prise de ces substances, il reste sous le secret médical. Ensuite, il faudra mener une réflexion globale sur la prévention du risque lié à la consommation de ces substances-là. Donc, je reviens sur l'entretien. Donc, ce que nous conseillons aux managers, c'est de préparer l'entretien dans un espace confidentiel. Il faut qu'il y ait suffisamment de temps et maîtriser la conduite à tenir. Il faut adopter une attitude professionnelle, ni soigner, ni couvrir. Expliquer la politique de l'entreprise à ce sujet, les règles et les procédures, le code du travail, les démarches de prévention, mais aussi les exigences du poste. Il faut demander les explications, les éclaircissements, savoir pourquoi ce salarié s'est retrouvé dans cet état et écouter ses arguments et les raisons évoquées. Il faut relever les faits observés et formuler les inquiétudes au regard de votre rôle de représentant de l'employeur, garant de l'état de santé, de sécurité et de l'obligation de protection. Donc, il faut éviter les jugements, les diagnostics, les stigmatisations. Et donc ces faits-là devraient vous aider à mettre en lien les éventuelles conséquences disciplinaires qui sont encourues. Mais l'accent est surtout mis sur la sensibilisation, l'accompagnement, plus que la coercition, la punition, les sanctions. Il faut aussi fixer les objectifs d'amélioration en fonction des dysfonctionnements observés et établir une feuille de suivi avec les dates des prochains rendez-vous. Cet entretien doit être formalisé donc par écrit et doit être co-signé par le responsable qui a mené l'entretien et le salarié en cause. Il faudra aussi exprimer l'intention de l'employeur de demander une visite occasionnelle au médecin du travail. Je vous en parlais tantôt, que l'employeur peut demander une visite médicale avec le médecin du travail dans les jours à venir. Et donc, il faudra il faudra objectiver, en fait, donner les informations, le maximum d'informations aux médecins. Et donc, envoyer ce salarié en visite avec un document écrit. Proposer ensuite à ce salarié les ressources en interne et externe. Donc, tout à l'heure, les affichages dont a parlé ma collègue Audrey. Il faut dire à ce salarié qu'il n'est pas seul, que vous le soutenez. Donc, il faut parler, il faut désacraliser cette pratique qui a tendance justement à être tabou dans la société, particulièrement en entreprise. Et donc, sensibiliser ce salarié et dire que nous l'accompagnons, qu'il est soutenu par l'entreprise, il est soutenu par le service de santé au travail. Donc, comme aide et soutien, d'abord en interne, tous sont impliqués. En premier lieu, les collègues, qui sont généralement les premiers à se rendre compte de ce genre de pratiques. Donc, ces collègues permettent de faire remonter les informations et donc alerter le supérieur hiérarchique que ce n'est pas faire de la délation, bien au contraire, sachant que la santé d'un collègue sous substance qui a une pratique addictive à des substances psychoactives, c'est de protéger sa santé et protéger aussi tous les collègues. Nous avons aussi les managers qui peuvent évaluer, qui doivent évaluer le risque et la capacité de travail de ce salarié.
signifier le problème et l'orienter vers le service de santé au travail. La direction des ressources humaines devra être dans une attitude d'accompagnement et de recherche de solutions. Le CSE, le CSSCT permet d'avoir un espace de dialogue, de conseil aux salariés, et donc dans lequel on peut faire des propositions concrètes pour des aménagements de postes et d'organisation de travail. Les délégués de personnel sont dans cette même optique aussi que le CSE. En externe, nous avons là le rôle et les missions qui sont très importantes du service de santé au travail. D'abord, une mission d'information, donc par la création et l'actualisation du support. Et donc, l'AIPVR a créé et élaboré pas mal de supports. Tout à l'heure, Audrey vous en a présenté quelques-uns. Donc, qui sont mis à disposition des entreprises. Une action d'information, organisation de forums, de conférences, séminaires, voilà, toutes sortes de voies de médiatisation et de sensibilisation à l'endroit des salariés. Une deuxième mission de management, et donc la mise à jour du règlement intérieur, du document unique d'évaluation des risques professionnels, et des ateliers sont régulièrement organisés au sein de l'AIPVR où vous pouvez être accompagné pour l'évaluation, l'identification de ces risques-là qui sont assez subtils, assez difficiles à détecter. Et donc, l'AIPVR, avec son équipe pluridisciplinaire, se tient à votre disposition pour l'accompagnement des managers, des responsables. Et donc, la troisième mission, c'est une mission d'aide et d'accompagnement. Donc, tout à l'heure, je parlais du suivi de l'état de santé qui est prévu dans le code. Donc, le médecin peut recevoir ces salariés-là, et les suivre. Et il peut aussi faire des dépistages. Et ces dépistages sont très peu utilisés, en fait, parce que la relation médecin-patient est basée sur la confiance, et généralement, le salarié perçoit négativement les tests de dépistage, et il les ressent comme un contrôle, voilà, et donc généralement, ils sont très peu utilisés, mais ils existent. Donc, le médecin a la possibilité de faire dépister. Bien sûr, il faut qu'il informe son patient et qu'il lui explique les tenants et les aboutissants de cette action. Ensuite, il peut aussi orienter ce salarié vers des services spécialisés, compétents, comme des services d'addictologie de l'hôpital et des structures qui existent. Et ensuite, ce salarié, s'il a été en arrêt, donc il faut l'accompagner, il faut le préparer au retour au poste. En externe, nous avons l'AMPA, le centre hospitalier avec son service d'addictologie, le centre de santé jeune, le Tempo Pédia. Donc, pas mal de structures qui sont sur Valence et qui vous accompagnent aussi dans la prise en charge individuelle, concrète de vos salariés en proie à ces pratiques d'addiction. Oui. Donc voilà l'ensemble des éléments. Pardon. Oui, oui. L'ensemble des éléments qu'on souhaitait vous présenter. Alors, sachant bien que tous ces éléments, vous pouvez les retrouver donc, sur notre site internet. On n'est pas rentré dans le détail des fiches constats, des protocoles, mais ils existent. Vous pouvez soit les utiliser tels quels, soit vous les approprier et les approprier surtout au fonctionnement et aux conditions de travail au sein de votre entreprise.
Mais vous pouvez également les retrouver voilà, sur Internet. C'est pareil pour les fiches contacts, l'ensemble des affiches, etc. Soit en vous rapprochant de votre équipe, de l'équipe du service de santé au travail à laquelle vous, oh, je perds mes mots, vous êtes identifié, soit voilà, en vous connectant sur notre site internet, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces éléments.